Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier tous les participants pour l'intérêt qu'ils portent à cette campagne de sensibilisation et de vérification technique des véhicules. Chers invités, chers participants, mesdames et messieurs, nous constatons depuis quelque temps sur nos routes une récurrence des accidents qui, le plus souvent, occasionnent beaucoup de pertes en vie humaine. Nous devons nous mobiliser pour inciter chacun à la prudence et à la responsabilité. Ces accidents sont souvent causés par la vétusté du parc, le mauvais état technique des véhicules en circulation et le mauvais comportement de certains usagers sur la route. Cependant, l'objectif de cette campagne est de prévenir les risques liés à ces accidents qui souvent peuvent être évités. Le village sécurité routière, ouvert au public, offre ainsi l'opportunité aux conducteurs de bénéficier gratuitement d'un diagnostic de leur véhicule afin de détecter les défaillances mineures constatées grâce à l'expertise des professionnels opérant sur site. Elle sera aussi l'occasion de mener une campagne de sensibilisation visant à faire prendre conscience aux pèlerins de l'importance du respect des dispositifs de la sécurité routière. Les vérifications gratuites se dérouleront sur ce village, ainsi que sur les aires de repos de Rufisque, d'Alifort et Toglo, ainsi qu'au garage des Beaux Maraîchers, au stade Léopold Sédar Senghor et du péage de Thiamkor. À chaque approche de la célébration du Magal de Touba, les tailleurs reçoivent des commandes pour l'événement, d'autant plus qu'il y a une spécialité en habillement des mourides, Salihat. Actuellement, la vie est dure. Aussi, il n'y a pas beaucoup d'argent. Les années précédentes, il y avait beaucoup de commandes pour le Magal. Mais cette année, nous en avons beaucoup conçu, mais les clients se font rares. Les robes, les tissus en voile et les maillouches sont les plus vendus actuellement. Vu que la chaleur qui sévit à Touba, c'est impossible de porter d'autres choses. Pour le bon déroulement du Magal de Touba, plusieurs recommandations sont faites sur la tenue féminine. La pudeur est une exigence. Actuellement, les gens sont au courant de tout ce qui se passe à Touba. Il y a des règles strictes relatives au mode d'habillement et que personne ne doit faire une exception à cette règle fondamentale. Pagne, foulard à la tête, la marque d'identification des Yaïfal est le constat à chaque approche du Magal. Ce mode d'habillement est signe de fierté sur l'apparence à la confrérie mouride. Les vêtements les plus adéquats, ce sont les maillouches. Le calife a donné des directives. Il faudra les respecter. On a interdit les faux cheveux, les faux cils. Il faudra se conformer. Il n'est toléré que des habits décents comme nous le recommande le calife général des mourides. L'accoutrement des femmes est une importance capitale pour la communauté mouride, car la plupart des déclarations du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, il y a une inclusion des comportements des femmes. À 4 mois de la mise en circulation effective du BRT, des tests ont été effectués sur les corridors, mais le dérapage noté d'un des bus a créé une polémique chez les Sénégalais. D'après moi, les critiques faites à l'encontre du BRT sont anormales. Des erreurs peuvent survenir dans n'importe quel travail. Les citoyens devraient être compréhensifs. Je pense tout simplement que ce dérapage est dû au rétrécissement des voies. En ce sens, des Sénégalais craignent la multiplication des embouteillages à Dakar avec l'arrivée du BRT. D'après le gouvernement, le trajet du BRT se fait entre Dakar et Guédiawaye. Donc je pense que son démarrage va réduire les embouteillages dans cette zone. D'après ce que j'ai constaté hier concernant le dérapage du bus, cela ne fera qu'augmenter les embouteillages.
Les projets de transport routier au Sénégal comme le train express régional et récemment le bus rapide transit ne sont que des solutions pour répondre à un besoin fondamental qui est de se déplacer. En tant que citoyen sénégalais, j'apprécie vraiment le projet BRT car c'est un apport pour le secteur du transport. Il impactera forcément notre travail en tant que conducteur de moto. Tous les citoyens ne peuvent pas payer les conducteurs de moto. Le mieux serait de prendre le BRT pour payer 300 francs au lieu de nous payer au-delà de 1000 francs, 1500 ou voire même 2000 francs. Surtout en cette période où la vie est trop chère au Sénégal. Ce projet BRT est un investissement important car un pays ne se dit pas être développé sans satisfaction au niveau du secteur de transport. D'ici le mois de décembre, la date officielle de livraison des 150 bus rapides transit sera connue. Pour ce qui est des travaux, les 95% sont déjà réalisés et il va générer au total 1000 emplois directs dans sa phase d'exécution. En ce qui concerne le dérapage, les directeurs de cette étude de Agiroute rassurent les usagers suite à l'incident. Vous avez vu, je pense, Abbas Fall, El Malik Ndiaye se lever pour dire aucun plan B n'est envisageable aujourd'hui, ce qui voudrait dire que Ousmane Sonko reste leur candidat aujourd'hui et demain. Mais bon, vous savez, la réalité politique dicte autre chose. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller aux élections en 2024. Il a été jugé par contumace dans un procès contre Adji Sarr qui l'a déchu de tous ses droits civils. Ça se comprend sur un point. Le fait de dire aujourd'hui que Ousmane Sonko est fini, ne peut pas être candidat et qu'il faut chercher un autre candidat, c'est accepter implicitement qu'ils ont perdu la bataille. Bon, est-ce la fin de règne de l'ex-Pastef? Bon, je ne saurais le dire. Tout ce que je sais, c'est que le leader de cette formation politique est en prison, arrêté pour des faits beaucoup plus graves que ce qu'on a toujours entendu dans l'affaire Adji Sarr et Mame Mbaye Niang, parce que finalement aujourd'hui on en oublie même que Adji Sarr a porté plainte pour viol contre Ousmane Sonko. Donc tout ceci fait qu'aujourd'hui le PASTEF est un parti dissous, très affaibli, très désorienté, mais maintenant est-ce la fin de ce parti? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Tout dépendra de leur capacité de résilience, d'adaptation à ces situations et de rebondissement. Oui, vous savez, vouloir penser que Ousmane Sonko est l'unique candidat de PASTEF et que sans lui, personne ne peut être candidat, s'il s'entête, c'est-à-dire c'est les membres de cet ex-parti politique, s'ils s'entêtent à aller dans cette direction, ce qui va leur arriver, c'est ce qui est arrivé à Karim Wade en 2019 et à Khalifa Sall. Ils n'ont jamais pensé à l'hypothèse d'avoir un candidat de substitution. Et quand ils ont déposé leur dossier au Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel a rejeté leur dossier, donc effectivement, vous vous rendez compte qu'il n'y avait plus possibilité de préparer un autre candidat. Bon, moi, je ne sais pas, je suis pas très d'accord avec le mot exil contre ces membres-là. C'est des gens qui sont exilés. Je considère que c'est des gens qui ont pris la fuite. Ça participe à décimer la tête dirigeante de ce parti. Ça participe à affaiblir l'organisation de ce parti. Au nom du peuple gabonais, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Monsieur Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République,
corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Hosseini, Jessie Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Vouranjani. Une enquête sera commise par les autorités compétentes. Ali Bongo Ondimba n'est plus le président du Gabon. Après quelques heures de la déclaration de sa réélection, avec plus de 64% par l'autorité en charge des élections au Gabon, des militaires ont annoncé d'avoir mis fin au règne du régime en place, en annulant les résultats des élections, dissoudre le gouvernement et des institutions telles que l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental et la Sénat. Un coup d'État militaire qui fait réagir beaucoup de personnalités, dont la France, qui condamne ce putsch et dit être prêt à suivre l'évolution de la situation. Une réaction qui ne laisse pas sans voix Jean-Luc Mélenchon, l'un des principaux opposants d'Emmanuel Macron. Le Gabon n'a pas pu se débarrasser de sa marionnette présidentielle que par une intervention de ses militaires. Emmanuel Macron a aussi une fois compromis la France dans un soutien jusqu'au bout à l'insupportable. Les Africains tournent la page, a déclaré le chef de la France insoumise. La Chine, de son côté, appelle les parties concernées au dialogue, mais aussi aux putschistes de garantir la sécurité du président Ali Bongo. La Russie, profondément préoccupée par la situation, comme dans une citation, la situation au Gabon est un sujet de profonde préoccupation et nous surveillons de près ce qui s'y passe, a déclaré mercredi à Moscou le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Pour rappel, le président Bongo a été élu en 2009 après la mort de son père, Omar Bongo Ondimba, qui avait dirigé le Gabon pendant plus de 41 ans. Le président Ali Bongo retiré du pouvoir au Gabon par les militaires après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du samedi dernier qui le déclare vainqueur à plus de 64% des suffrages. L'Afrique centrale vit à nouveau une instabilité sous-régionale. Après une dynastie, je pense, qui a duré 53 ans, et aujourd'hui, M. Ali Bongo, qui a fait 14 ans, je pense, au pouvoir, et qui a eu des élections controversées. Je pense que les faits sont clairs, mais je pense qu'il est aussi très prématuré de donner un avis sur la question. Mais il est aussi impérieux ou bien urgent de s'interroger sur cette question. Mais je pense qu'il est très prématuré de donner son avis sur la question. Face à cette situation, le recours de l'armée visait à restaurer l'ordre et la cohésion sociale. Une interrogation s'impose sur les lois établies par la métropole en Afrique. Les jeunes réagissent d'une certaine manière, mais aussi cette crise de la citoyenneté, mais aussi cette crise, on va dire, d'une certaine démocratie qui a montré ses faiblesses, la démocratie représentative. Le fait d'élire des représentants qui seraient chargés de définir ou de décider du destin d'un peuple commence à être révolu et commence à être controversé en Afrique. Et aujourd'hui, on l'a vu au Niger, sur la question du coup d'État au Niger, qui a aussi fait aussi réagir. Avec ce putsch, tous les regards sont retournés vers les organisations continentales, notamment de l'Afrique centrale. Le Gabon ne se trouve pas dans l'angle ou bien dans le cercle d'influence de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO semble être le modèle le plus poussé ou le plus abouti d'intégration. Et donc aujourd'hui, l'organisation qui serait en mesure de réagir, c'est la CEMAC. Et aujourd'hui, la CEMAC ne montre pas le leadership que la CEDEAO pourrait montrer en Afrique de l'Ouest. Et donc, nous serions justement dans l'attente d'une réaction de la CEMAC
Après ce coup d'État au Gabon, aucune réaction n'a été signalée par une organisation sous-régionale. En ce sens, la réaction de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est attendue, tout comme l'Union africaine, pour donner une suite favorable du retour à l'ordre constitutionnel. Le président Ali Bongo, quant à lui, est mis pour l'instant sous résidence surveillée et le signal de l'Internet qui a été coupé est rétabli dans la foulée. Le continent africain est de nouveau frappé par une série de coups d'État qui menacent et amorcent l'ère des régimes militaires. Suite à la prise de pouvoir des militaires au Gabon ce matin, la situation devient alarmante et inquiète plus d'un. Bon, évidemment, c'est pas dans l'ensemble, c'est pas une bonne chose parce que quand il y a un coup d'État, bon, il y a une remise en question de beaucoup de choses concernant justement non seulement le social, les rapports internationaux aussi sont bloqués, donc c'est un peu difficile pour les populations à la base. Face à ces séries de coups d'État dans les pays de la sous-région, l'exception sénégalaise mérite une étude. Oui, c'est un retour démocratique. Aujourd'hui, on voit le développement des infrastructures au Sénégal, c'est une très bonne chose. C'est un exemple à suivre pour les autres pays. Mais quand vous prenez le Niger, quand vous prenez le Mali, le Burkina Faso, je suis désolé, depuis 30 ans, 40 ans, il n'y a pas d'évolution du tout dans tous ces domaines-là. Commentaire 3. Pour mettre fin à ce fléau qui menace l'instabilité et la sécurité des pays africains, des solutions ont été formulées. Déjà, pour qu'il n'y ait plus de coup d'État, il faudrait qu'il y ait de vraies politiques sociales. C'est la politique sociale d'abord. Une fois qu'il y a de bonnes politiques sociales, vous allez voir que les populations vont être apaisées. Quand les populations sont apaisées, il n'y a pas de problème. Après tout, le renversement du président civil a été suivi par des célébrations dans les rues de certains pays. Les citoyens applaudissent la suite des dirigeants élus. Le problème se pose lorsque des dirigeants supposés démocratiques commencent à utiliser des stratégies antidémocratiques pour se maintenir au pouvoir contre la volonté de leur peuple. L'atelier de ce jour est donc la suite de l'atelier qu'on avait tenu au Kadiandouman les 6 et 7 juillet 2023 et au cours duquel nous avons mis en place un cadre de coordination régionale des interventions des acteurs, qui est un cadre extrêmement important, qui rentre dans le cadre des missions de l'ANRAC et un cadre à travers lequel nous menons le travail de monitoring et de supervision des interventions des acteurs. Nous avons mis en place 2 thématiques majeures que sont le déminage et la réinsertion socio-économique des populations déplacées. Nous avons travaillé sur un ensemble de sous-composantes qui devaient un peu compléter ces 2 thématiques majeures. Et les différents acteurs inscrits dans la coordination se sont engagés à mettre à la disposition, en tout cas de l'autorité ou du cadre régional, l'ensemble des plans d'action qui sont composés des engagements qui sont en train de mettre en œuvre sur le terrain au niveau, dans le cadre de l'accompagnement au retour et du déminage. Le travail n'a pas pu se terminer à temps au niveau de Kadiandouman et aujourd'hui donc nous sommes réunis pour finaliser ce plan d'action et véritablement disposer d'un outil de monitoring, un outil de planification qui nous permet aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait à temps réel au profit des populations dans le cadre de ces 2 composantes déminage et retour des populations. Nous avons également fini donc, de mettre en place ce cadre régional qui est présidé par le gouverneur de la région et dont le secrétariat est assuré par l'ANRAC. Et aujourd'hui, ce cadre regroupe tous les acteurs. Et nous osons dire qu'avec ce cadre, véritablement, nous avons franchi un pas extrêmement important dans le cadre de l'harmonisation des interventions